écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bienvenue à votre émission préférée Droit et Société sur Télé-École. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un juriste qui s'intéresse au contentieux des affaires, Monsieur Thomas Joseph John. Ensemble, nous allons plonger dans un sujet crucial pour tous les travailleurs et employeurs, le droit du travail. Notre discussion se déroulera en deux parties. D'abord, la typologie des contrats, ensuite, le licenciement. Monsieur John, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Seydina. Merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à tout le personnel de la chaîne télévision Télé-École. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui sont en train justement de suivre cette émission. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui dans le but de discuter sur des thématiques portant sur le droit du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Préparez-vous, chers téléspectateurs, à découvrir les informations essentielles et les conseils précieux pour naviguer dans le monde du travail en toute légalité et sérénité. Chez John, le droit du travail, qu'est-ce qu'un contrat de travail et pourquoi le contrat de travail est si important? Merci beaucoup, M. Seydina. La question, elle est pertinente. Vous savez que on ne peut pas parler de droit du travail sans parler de la notion de contrat de travail. Parce que le contrat de travail est même l'épine dorsale du droit du travail. Donc, procéder à sa définition est une chose capitale. Mais vous devez savoir aussi que le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une définition législative. C'est-à-dire quoi? Le législateur, dans le Code du travail, n'a pas défini c'est quoi justement un contrat de travail. C'est pourquoi nous allons parcourir la jurisprudence française pour essayer justement de trouver une définition qui a été donnée à cette notion dans un arrêt justement de la Cour de cassation française dans sa chambre sociale en 1954. Et dans cet arrêt, le contrat de travail a été défini comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle à la disposition d'une autre personne physique ou morale, se plaçant justement sous la subordination de celle-ci, moyennant justement une rémunération. Donc, de manière générale, c'est ça le contrat de travail. Mais aussi, en droit sénégalais, pour définir le contrat de travail, nous avons l'habitude de parcourir ou bien même de se baser sur certains faisceaux d'indices. Maintenant, ces faisceaux d'indices sont au nombre de 3, à savoir la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. Maintenant, pour déterminer le contrat de travail, le plus souvent, les pratiquants, mais également le juge, se focalisent justement sur ces 3 éléments-là pour faire sortir le contrat de travail. Merci. Effectivement. Alors, c'est clair et c'est net. Donc, il nous faut, pour définir le contrat de travail, peut-être chercher dans la jurisprudence française, parce qu'il n'est pas défini clairement dans la législation sénégalaise, si on comprend bien. Et que dans la législation sénégalaise, pour essayer de définir le contrat de travail, il faut partir d'un certain constat que vous avez énuméré. Absolument. Très bien. Alors, quels sont les principaux types de contrats de travail reconnus par la législation? D'abord, même avant de venir à cette question, j'aimerais aussi m'appesantir sur l'importance du droit du travail. Parce que aussi, c'est très intéressant de le rappeler. Vous savez que le contrat de travail, lorsqu'on est dans une entreprise, la logique aurait voulu que chaque salarié puisse bénéficier d'un contrat de travail. Et que ce contrat de travail-là va se matérialiser comme étant un acte juridique qui lie le salarié et son employeur. Maintenant, le contrat de travail regorge une importance capitale, dans la mesure où, lorsqu'il existe un contentieux entre les travailleurs et leur employeur, maintenant, si une partie saisit le juge, lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail, comme je vous l'ai dit dans l'incipit, le juge sera tenu ou bien sera obligé de regarder ou bien même de se baser sur des faisceaux d'indices pour voir est-ce qu'il y a un lien de subordination, pour voir est-ce qu'il y a une rémunération ou une prestation pour pouvoir qualifier le contrat. Mais, dès l'instant que les parties ont réussi justement à mettre en place un contrat de travail, en cas de litige, donc, le juge ne sera pas tenu de regarder ces faisceaux d'indices-là. Mais il va tout simplement se baser sur le contrat pour pouvoir justement appliquer les droits, les effets de droit qui seront applicables en quelque sorte. Mais aussi, le contrat de travail permet en réalité de définir, mais aussi de réorganiser l'entreprise en termes de qualification professionnelle, en termes de durée, mais également en termes de la rémunération du contrat de travail. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permettra d'entrer au niveau de la deuxième question, portant sur les typologies de contrats. Et les typologies de contrats aussi dans le droit du travail, elles sont au nombre de 2. Les contrats sont divisés en 2 catégories. Il y a une première catégorie appelée les contrats typiques et une deuxième catégorie appelée les contrats atypiques.
Maintenant, dans la catégorie des contrats typiques, nous avons les contrats de travail à durée déterminée, les CDD. Nous avons également les contrats de travail à durée indéterminée, les CDI. Maintenant, dans la catégorie des contrats de travail, dans la catégorie atypique, nous avons le contrat d'engagement à l'essai, nous avons le contrat de stage, nous avons le contrat d'apprentissage, nous avons le contrat de tâcheronat, mais également nous avons le contrat de travail temporaire. C'est ça de manière générale, les typologies de contrats. Si vous me le permettez aussi, j'aurais bien aimé mettre l'accent sur les typologies, c'est-à-dire l'importance même de cette dissociation en quelque sorte. Parce que si l'on prend l'exemple du contrat de travail à durée déterminée, donc c'est un contrat qui diffère donc du contrat de travail à durée indéterminée de par son régime juridique, mais également de par ses effets. Mais aussi, si l'on prend l'exemple des contrats atypiques, et on prend dans ces contrats-là 3, à savoir le contrat d'engagement à l'essai et le contrat de travail temporaire, ce sont des contrats également que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique et qui est très essentiel également d'apporter des éclaircissements pour permettre justement aux profanes d'en avoir quelques aperçus. D'accord, on va revenir à cela. Il me semble que il y a de nouveaux types de contrats que vous avez. Ce ne sont pas des contrats nouveaux, mais qu'en tout cas le profane ne connaît pas ce type de contrats-là. Quand on parle de contrat de travail, dans la grande majorité des citoyens, pour nous, on ne parle que de contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, sans pour autant savoir qu'à l'intérieur de ces contrats-là, il y a d'autres types de contrats. Donc, ce qui me permet de vous poser cette question, en tout cas de revenir sur les caractéristiques des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée. D'accord. Maintenant, le contrat à durée déterminée, comme le définit l'article L41 du Code du travail, donc c'est un contrat qui est conclu par deux parties ou bien plusieurs, mais que la durée est fixée à l'avance. C'est-à-dire c'est un contrat dans lequel on connaît, c'est-à-dire sa durée, c'est-à-dire le délai ou bien la durée où le contrat va prendre son terme. C'est-à-dire que je viens chez vous chercher du travail, on est d'accord sur les principes, vous faites un contrat en me disant que voilà, vous allez travailler dans mon entreprise pour 2 ans. Effectivement, c'est un contrat de travail à durée déterminée. Donc, vous êtes dans une entreprise, l'employeur décide de conclure un contrat de travail avec vous, mais que la nature de ce contrat-là est un contrat à durée déterminée. Il vous dit donc, on est lié par un acte juridique pour une durée de 2 ans ou bien une durée d'1 an. Donc, c'est un contrat de travail à durée déterminée. Mais aussi, il y a des contrats de travail à durée déterminée qui ne sont pas assortis de délai. C'est-à-dire, des contrats de travail dans lesquels le délai n'est pas fixé à l'avance. C'est-à-dire, le délai est incertain. C'est notamment le cas des contrats, les contrats de travail, c'est-à-dire les contrats pour la réalisation d'un ouvrage, c'est-à-dire les entrepreneurs qui prennent justement un chantier dans le but de réaliser un ouvrage. Ce sont les salariés qu'ils prennent, ils le prennent justement sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée, mais le terme justement de ce contrat-là est incertain dans la mesure où ce terme est fixé justement sur la réalisation de l'ouvrage. Donc le contrat de travail a deux versants. D'abord, le contrat de travail est conclu et que le délai ou bien le terme est fixé à l'avance, mais aussi, en seconde partie, le contrat de travail peut être à durée déterminée sans pour autant que le délai ne soit certain. Effectivement, c'est très clair. Alors, nous allons poursuivre. Il y a un contrat que vous avez indiqué tout à l'heure quand vous parlez des typologies de contrats, le contrat de stage. Et il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui cherchent du travail ou des stages. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de chercher des stages et qui ne maîtrisent pas, en tout cas, ce contrat de stage-là. Alors, Monsieur John, en tant que praticien du contentieux des affaires, du droit du travail, comment, selon vous, ou qu'est-ce qui distingue, selon vous, le contrat de stage aux autres types de contrats? Le contrat de stage, dans sa pratique, n'est pas un contrat de travail. Le contrat de stage n'est pas un contrat de travail. Parce que je vous l'ai dit, dans le contrat de travail, il faut nécessairement trois critères ou bien 3 éléments, à savoir la prestation, la rémunération et le lien de subordination. Maintenant, dans le contrat de travail, avec le décret 2015, on se rend compte que ce sont des types de contrats qui sont réservés à des élèves qui sont dans des écoles de formation, dans le but de leur permettre de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. Maintenant, ce sont des contrats qui sont conclus entre un stagiaire et une entreprise. Maintenant, l'entreprise donne au stagiaire la possibilité, comme je vous l'ai dit tantôt, de mettre en pratique ses connaissances théoriques. Et d'ailleurs même, le contrat de stage se divise en 3 catégories.
il y a d'abord le contrat de stage de qualification, il y a le contrat de stage d'incubation, il y a le contrat de stage de pré-embauche. Vous comprenez? Maintenant, le contrat de stage aussi, dans son régime juridique, on se rend nettement compte que c'est un contrat qui diffère des autres contrats. Parce que le contrat de stage, comme je vous l'ai dit, c'est pas un contrat de travail. Et comme c'est pas un contrat de travail, donc, le stagiaire n'a pas la qualité de salarié. Et comme le stagiaire n'a pas la qualité de salarié, on ne saurait parler de contrat de travail. Et c'est un contrat qui est conclu pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. Pour la bonne et simple raison que le stagiaire, il est venu juste dans le but d'avoir des connaissances ou bien une expérience pratique. Dans le but également de lui préparer en vue justement de regagner son métier futur. Vous comprenez? Maintenant, il n'a pas la qualité de salarié. Donc, on ne saurait parler de contrat de travail. C'est la raison pour laquelle sa durée ne peut pas excéder 2 ans. Et comme sa durée ne peut pas excéder 2 ans, l'employeur aussi, c'est-à-dire l'entreprise, le droit a mis en place certaines règles que l'entreprise ne peut pas déroger. C'est pourquoi on dit au niveau des contrats de stage, l'entreprise ne doit pas utiliser le stagiaire comme étant un salarié. Dès l'instant que l'entreprise ou l'employeur utilise le stagiaire comme étant un salarié, en lui donnant certaines tâches qui lui confèrent justement la qualité de salarié, à partir de ce moment-là, le contrat de stage sera requalifié en un CDI. Et à ce moment-là, on va appliquer la technique de la conversion par majoration. Donc, le contrat de stage va quitter la nature de contrat de stage et va regagner justement la nature de CDI, en contrat de travail à durée indéterminée. Et on va procéder comment? Réexpliquez-nous comment par majoration? La conversion par majoration. La conversion par majoration. La conversion par majoration, c'est lorsque, même dans les contrats de travail à durée déterminée, on le note, lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail de stage, on vous dit que le contrat de travail de stage n'est pas un contrat de travail. Dans la mesure où le stagiaire n'est pas un salarié, il est juste venu pour mettre en pratique ses connaissances théoriques et d'acquérir justement des expériences. Maintenant, on interdit à l'employeur de lui conférer certaines tâches ou bien même de lui conférer certaines missions qui pourraient éventuellement donner au stagiaire la qualité de salarié. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'employeur donne au stagiaire des tâches ou bien des missions qui lui confèrent la qualité de salarié, à partir de ce moment-là, la loi dit on n'est plus dans le cadre d'un contrat de stage, mais on est dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Maintenant, cette technique, elle est appelée la technique de la conversion par majoration ou bien la requalification du contrat de travail. C'est tout à fait clair et net. Et à vous, chers téléspectateurs qui nous écoutez et nous suivez depuis la 106.1 sur la chaîne télévision éducative Télé-École, nous rappelons que vous êtes dans votre émission préférée Droit et Société. Ce soir, nous parlons de droit du travail et nous parlons plus précisément de contrat de travail, de typologie de contrat et de licenciement. Et nous recevons sur ce plateau M. Thomas Joseph John, un juriste qui s'intéresse au contentieux des affaires. Alors, M. Thomas, nous allons continuer. Vous avez expliqué tout à l'heure la méthode, en tout cas la posture que l'employé, que le salarié doit avoir, ou bien le stagiaire, parce qu'on parlait de contrat de stage, que le stagiaire doit avoir dans une entreprise, la posture que son employeur doit avoir. Vous avez expliqué que le contrat de stage, en principe, n'est pas un contrat de travail, qu'il permet tout simplement à un élève, en tout cas inscrit dans les écoles de formation, de pouvoir acquérir une certaine connaissance en vue d'être qualifié de façon diplomatique. Alors, justement, quelle doit être en tout cas les obligations des travailleurs et des employeurs dans ces différents types de contrats-là? Et je parle de contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée. Bien entendu, vous avez expliqué cette posture-là par rapport au contrat de stage, mais pour les autres contrats, quelle doit être en tout cas la posture des travailleurs et des employeurs, les obligations? Dans les contrats de travail, comme vous l'avez si bien dit, parce que aussi, on vous a dit que le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable. Mais aussi, le contrat est un accord de volonté générateur d'obligations. Et comme le contrat est un accord de volonté générateur d'obligations, donc ça génère des obligations sur la tête des deux parties, à savoir le salarié et l'employeur. Maintenant, les obligations qui incombent à l'employeur, d'abord, dans tous les contrats, je vous dis, de contrat de travail, à savoir les contrats de travail à durée déterminée, indéterminée, ainsi de suite. Donc, dans ce type de contrat-là, l'employeur est dans l'obligation d'abord de fournir du travail aux salariés. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que pour qualifier le contrat de travail, on se réfère à ces critères. Quels sont les critères? La prestation, la rémunération et le lien de subordination. Maintenant, la prestation renvoie justement au travail. Donc, l'employeur, il est tenu de fournir du travail aux salariés. Deuxièmement aussi, l'employeur, il est obligé de fournir
des moyens ou bien des matériaux qui permettent justement aux salariés de mener à bien cette prestation-là, c'est-à-dire d'exécuter son obligation de travail. Mais aussi, l'employeur est tenu ou bien est dans l'obligation d'inscrire justement l'employé, c'est-à-dire le travailleur, au niveau des institutions de prévoyance et de protection sociale, dans le but de permettre aux salariés, en cas de survenance d'une maladie professionnelle ou bien d'un accident de travail, d'être pris en charge par ces institutions de prévoyance et de protection sociale, mais aussi en cas de retraite, d'être prise en compte par les institutions de prévoyance, à savoir l'IPRES et autres. Mais aussi, il ne s'en limite pas là, l'employeur aussi est dans l'obligation de protéger l'intégrité physique du travailleur à travers l'octroiement des équipements de protection individuelle. Et puis, lorsqu'on est dans des zones dangereuses et qu'on effectue des activités qui pourraient porter préjudice à l'intégrité physique du salarié, à partir de ce moment-là, le droit dit à l'employeur, donc tu dois garantir la sécurité ou bien l'intégrité physique de tes salariés. Maintenant, par rapport aux obligations qui incombent aux salariés, on vous a dit qu'en premier lieu, le salarié il est tenu d'exécuter de manière loyale ses obligations. Donc, envers l'employeur, il doit exécuter ses prestations. Mais aussi, le travailleur, il est tenu justement de respecter le règlement intérieur. Vous savez que le règlement intérieur, c'est un relève ou bien découle du pouvoir réglementaire de l'employeur. Parce que l'employeur, au sein de l'entreprise, le droit lui confère la qualité ou bien le pouvoir de législateur. Il peut légiférer par le biais de l'établissement d'un règlement intérieur. Maintenant, lorsque justement l'employeur établit un règlement intérieur qui sera chargé de régir la relation de travail au sein de l'entreprise, mais également la discipline, donc le salarié est tenu de respecter le règlement intérieur qui a été établi par l'employeur. Le salarié, de la même manière aussi, il est tenu d'exécuter de manière personnelle le travail qui lui a été assigné. Vous devez savoir que le contrat de travail, c'est un contrat intuitif personnel, un contrat basé sur la confiance. Et comme c'est un contrat basé sur la confiance, seul le salarié peut exécuter le contrat en principe. En troisième lieu, donc, le salarié, il est tenu également de ne pas concurrencer son employeur. C'est pourquoi, dans bon nombre de contrats de travail, on inclut ce qu'on appelle des clauses de non-concurrence ou bien des clauses de non-rétablissement. Et à partir de ces clauses-là, le travailleur n'a pas le droit, justement, de concurrencer ou bien de mener des activités concurrentielles à son employeur. Voici les obligations qui incombent aux deux parties dans les contrats de travail. Dans les contrats de travail, quand on parle d'obligations, on peut s'entendre, on peut penser qu'il peut arriver, en tout cas, qu'il y ait de fautes de gestion dans le cadre de ce contrat-là entre l'employeur et le travailleur. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, quel est le risque pour les employeurs et les travailleurs en cas de gestion, en cas de mauvaise gestion, en cas de faute grave? Maintenant, en cas de mauvaise gestion, beaucoup de choses peuvent arriver. Parce qu'on vous a dit que lorsque le contrat est conclu, il doit être exécuté jusqu'à son terme et de manière loyale. Cette obligation incombe à la fois à l'employeur, mais également aux salariés. Maintenant, lorsque la mauvaise gestion découle de l'employeur et que cette mauvaise gestion peut soit être par une modification ou bien une révision du contrat de travail, ou bien par le non-respect de ces obligations que je viens de vous citer, à partir de ce moment-là, ce manquement à ces obligations produit nécessairement des effets. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une modification ou bien d'une révision du contrat de travail, à partir de ce moment, le droit dit, lorsque l'employeur doit modifier un élément substantiel du contrat de travail, il doit nécessairement requérir l'autorisation ou bien l'accord du salarié. On a conclu un contrat. Et comme le contrat a été conclu, le mutuus consensus d'un consentement mutuel, donc on ne peut le réviser ni modifier par un consentement mutuel, bien entendu. Donc lorsque l'employeur use de son pouvoir pour modifier ou bien réviser le contrat de travail et que cette modification porte sur un élément substantiel, il doit d'abord notifier cette modification ou bien cette révision au salarié, c'est-à-dire au travailleur. Ensuite, il doit requérir son accord. Mais qu'est-ce qu'un élément substantiel? Un élément substantiel, c'est lorsque la modification porte soit sur la rémunération, soit sur le lieu géographique du salarié, soit sur justement sa qualification professionnelle. Comme le code du travail n'a pas défini ou bien n'a pas donné une liste énumérative des éléments substantiels, on s'est basé sur une jurisprudence française qui nous dit que les éléments substantiels sont la rémunération de travail, la qualification professionnelle du salarié, sa situation géographique, c'est-à-dire les cas de mutation. Vous entendez très souvent qu'un salarié vous dise « j'ai été muté de Dakar à Ziguinchor ». Vous comprenez? Et que la mutation, lorsqu'elle n'a pas été prévue par une clause au niveau du contrat, l'employeur ne peut pas unilatéralement prendre cette décision sans requérir l'accord du travailleur. C'est pourquoi on vous dit que l'ensemble de ces habitudes-là
peuvent être considérées comme étant une mauvaise gestion ou bien une faute de gestion dans le contrat de travail de la part de l'employeur. Mais aussi le salarié, lorsqu'il décide de prendre certaines décisions, il doit également, dans certaines mesures, requérir l'avis, justement, de l'employeur. Il ne peut pas manquer à ses obligations contractuelles. C'est-à-dire, on lui dit de venir à l'heure à 8 heures et de descendre à 12 heures ou bien à 18 heures. S'il manque à ces obligations-là, il est en faute. Et comme il est en faute, ça étend les pouvoirs de l'employeur. C'est-à-dire, l'employeur peut prendre des mesures, soit la mise en pied conservatoire, soit la réprimande, soit le blâme, mais également, il peut user de la plus haute expression, à savoir le licenciement. Et justement, c'est ce qui nous permet d'entrer dans la deuxième partie de notre émission. Nous avons parlé déjà des typologies de contrats, de la posture que doit avoir l'employeur et le travailleur dans ce qui le lie, c'est-à-dire le contrat de travail. Nous avons aussi parlé de ce qui peut arriver, en tout cas en cas de mauvaise gestion, et là, de toutes les réprimandes qu'il y a, celle qui se trouve dans la plus haute sphère se trouve être le licenciement. Absolument. Justement, Monsieur John, quelles sont les différentes formes de licenciement reconnues par le droit du travail? Merci beaucoup. Vous savez que il y a deux types de licenciement. Il y a le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Voilà les deux types de licenciement qui ont été prévus par le Code du travail. Et vous revenez en détail sur ce qui différencie en tout cas ces deux formes de licenciement, le licenciement pour faute économique et le licenciement pour faute personnelle, pour motif personnel. Quelle est la différence entre ces deux? La différence, elle est de taille. Et je pense que c'est important aussi d'y mettre l'accent. Vous savez que le licenciement pour motif personnel, comme son nom l'indique, motif personnel, ça peut soit relever d'une faute du salarié, mais également ça peut relever d'une inaptitude professionnelle. On est dans le cadre du licenciement pour motif personnel. Le licenciement pour motif personnel en lui-même est divisé en deux catégories, en deux sous-catégories. Il y a le licenciement pour faute, il y a également le licenciement pour inaptitude professionnelle. Le licenciement pour faute, on considère que le salarié a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Et comme il a gravement manqué à ses obligations contractuelles, à partir de ce moment-là, l'employeur use de son pouvoir disciplinaire et justement, il peut procéder par le licenciement du salarié sous le prisme du licenciement pour motif personnel. Maintenant, le licenciement pour inaptitude professionnelle aussi, c'est un type de licenciement qui intervient lorsque le salarié n'a pas justement les compétences requises pour le poste qu'on lui avait assigné ou bien qu'on lui avait confié. C'est-à-dire, l'employé, c'est-à-dire le travailleur, il est dans son bureau, il occupe le poste de DRH, de directeur des ressources humaines, mais on se rend nettement compte qu'il n'a pas les compétences requises. Dès l'instant qu'il ne remplit pas les compétences requises, l'employeur ne peut pas le laisser dans ce poste. Et qu'en le laissant dans ce poste, il pourrait éventuellement avoir justement des vicissitudes qui pourraient porter atteinte même à l'intérêt de l'entreprise. Maintenant, dans le but de préserver l'intérêt de l'entreprise, l'employeur peut demander, ou bien même, c'est son pouvoir le plus absolu, il peut demander au travailleur de le reclasser, donc de l'amener dans un autre poste. Et si toutefois le salarié refuse ce reclassement-là, il pourra le licencier sous le prisme justement du licenciement pour inaptitude professionnelle. Mais aussi, lorsque le travailleur est un handicapé au sein d'une entreprise et qu'on se rend nettement compte que le poste qu'on lui avait assigné, son intégrité physique ne lui permet pas d'occuper ce poste, l'employeur peut le reclasser, peut lui proposer quand même un reclassement. Et si toutefois le salarié refuse ce reclassement-là, l'employeur peut procéder à un licenciement pour inaptitude professionnelle. Donc, tu te rends nettement compte que le licenciement pour inaptitude professionnelle a deux versants aussi. Vous comprenez? Donc, c'est ça de manière générale en ce qui concerne le licenciement pour motif personnel. Dès l'instant qu'on parle de licenciement pour motif personnel, en premier lieu, on se rend compte qu'il y a une faute de la part du salarié. Et que lorsque la faute est lourde ou bien grave, ça donne à l'employeur la plénitude justement de ses pouvoirs de licencier, de procéder à un licenciement du salarié. Mais aussi, lorsque ce dernier remplit plus ou bien n'a pas les compétences requises au sein d'un poste, l'employeur également peut le licencier sous le prisme du licenciement pour inaptitude professionnelle. Mais aussi, la deuxième partie, c'est le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique, comme on vous dit, et d'ailleurs même toutes sortes de licenciements, c'est une rupture du contrat de la part de l'employeur. C'est l'employeur qui prend la décision de rompre unilatéralement le contrat en raison de certaines causes bien déterminées. Maintenant, lorsqu'il s'agit de licenciement pour motif économique, ce type de licenciement-là, on considère que soit l'entreprise est en train de traverser des difficultés économiques, ou bien
la réorganisation de l'entreprise s'impose. Maintenant, premièrement, l'entreprise traverse des difficultés économiques. À partir de ce moment, l'employeur ne va pas prendre le risque de continuer avec le personnel qui est au sein de l'entreprise parce que s'il l'effectue, il risque de déposer le bilan et s'il dépose le bilan, l'entreprise va partir en faillite et à partir de ce moment-là, tous les travailleurs vont partir en chômage. Maintenant, pour éviter un tel phénomène, le droit permet à l'employeur de procéder par un licenciement pour motif économique. Mais il est important de rappeler l'historique du licenciement pour motif économique. Parce qu'avant même la mise en place ou bien avant l'entrée en vigueur même du Code du travail de 1997, le licenciement pour motif économique était très difficile pour l'employeur. Parce que pour qu'il puisse mettre en place ce type de licenciement, il lui fallait observer une procédure qui pouvait durer des mois et des mois. Et devant la table de l'inspecteur du travail, il y avait beaucoup de contentieux qui découlaient justement de ce type de licenciement. Maintenant, avec l'entrée en vigueur du Code du travail de 1997, maintenant, on a apporté une certaine flexibilité ou bien une flexibilisation justement de cette procédure de licenciement pour motif économique. Maintenant, l'employeur, lorsqu'il se rend compte que l'entreprise traverse des difficultés économiques, à partir de ce moment, il convoque ce que l'on appelle les délégués du personnel qui sont au sein de l'entreprise. Maintenant, il convoque les délégués du personnel, il les consulte. Maintenant, la consultation a pour but de trouver des solutions alternatives qui pourraient leur éviter le licenciement parce qu'aussi, si on licencie des salariés, ils vont partir au chômage. Maintenant, en convoquant ces délégués du personnel-là, si l'employeur se rend compte que cette convocation ou bien cette recherche de solutions alternatives n'a pas abouti et que la seule solution qui reste, c'est justement le licenciement, il donne injonction à ces délégués du personnel de lui présenter la liste ou bien les listes de ces différents personnels ou bien travailleurs qui se trouvent au sein de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, l'employeur pourra se baser sur l'ancienneté de chaque personnel ou bien de chaque travailleur. Il pourra également se baser sur justement leurs aptitudes professionnelles parce que c'est important également. Maintenant, les salariés ou bien les travailleurs qui ont plus d'ancienneté, mais également qui ont plus d'aptitudes professionnelles, peuvent échapper au coût du licenciement pour motif économique. Ce qui veut dire tout simplement ceux qui ne remplissent pas ces conditions, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas une certaine ancienneté, mais également qui n'ont pas une certaine aptitude professionnelle, seront purement et simplement licenciés par l'employeur et ce licenciement-là sera appelé de licenciement pour motif économique. Merci pour ces explications très claires, M. John. Et donc, nous avons bien compris qu'il y a deux formes de licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique, et que le licenciement pour motif personnel, en son sein même, est divisé en deux versants, et que le licenciement aussi pour faute économique peut en tout cas se faire sur tous les travailleurs, mais suivant l'ancienneté et peut-être les compétences de chaque travailleur. Justement, quelle est en tout cas la procédure ou les procédures légales à suivre aujourd'hui pour licencier les employeurs? Là aussi, il semble important de faire une dissociation entre les deux types de licenciement. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, comme je vous l'ai dit dès l'entame de mon propos, on considère que le salarié est en faute. Et comme le salarié il est en faute, donc l'employeur décide de le licencier. Et en décidant de le licencier, il doit d'abord observer une certaine procédure. Mais cette procédure est observée lorsque le licenciement ou bien la faute du salarié est considérée comme étant une faute grave. Parce qu'il y a une différence entre faute grave et faute lourde. Lorsque la faute elle est grave, l'employeur qui décide de licencier ce salarié doit observer une certaine procédure. D'abord, il faut la notification écrite du licenciement, parce que la rupture du contrat ne peut intervenir que d'une manière écrite. Tout licenciement qui intervient sans écrit, donc ce licenciement est irrégulier. C'est pourquoi l'employeur est obligé de notifier la décision de licenciement au salarié. Après la notification, il est également obligé de lui conférer un préavis, c'est-à-dire d'observer un certain délai de préavis de 2 mois. Et ce délai de préavis permet au salarié de chercher dans les parages un autre emploi. Et si toutefois le délai arrive à terme, s'il quitte cette entreprise, il pourra purement et simplement retrouver un autre emploi facilement. Donc voici les deux procédures que l'employeur est tenu d'observer lorsqu'il s'agit de licenciement de manière générale. Maintenant, lorsque le licenciement pour motif personnel découle d'une faute lourde du salarié, à partir de ce moment-là, l'employeur peut rompre unilatéralement le contrat sans préavis ni indemnité.
C'est-à-dire lorsque l'employé, c'est-à-dire le travailleur, manque gravement à ses obligations contractuelles, l'employeur peut rompre unilatéralement le contrat sans préavis ni indemnité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que lorsqu'on n'est pas dans le cadre d'une faute lourde, l'employeur qui aurait manqué à ses obligations-là en refusant d'observer un délai de préavis, ou bien même de notifier le contrat ou le licenciement, donc cet employeur est tenu de verser une indemnité au salarié. Mais lorsqu'on est dans le cadre du licenciement pour motif personnel pour une faute lourde du salarié, l'employeur peut purement et simplement rompre unilatéralement le contrat de travail sans indemnité ni préavis. Maintenant, lorsqu'on est dans le cadre du licenciement pour motif économique, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le licenciement pour motif économique, on considère que l'entreprise est en train de traverser des difficultés économiques ou bien la réorganisation intérieure de l'entreprise s'impose. Et maintenant, comme c'est un type de licenciement qui ne relève pas d'aucune faute des salariés, donc l'employeur aussi, naturellement, il est tenu d'observer une certaine procédure. Et que cette procédure, je vous l'ai dit, d'abord, il doit convoquer les délégués du personnel. Maintenant, en convoquant les délégués du personnel, ils vont essayer ensemble de retrouver des solutions alternatives. Maintenant, s'ils ne parviennent pas à retrouver ces solutions alternatives-là, il va procéder par un licenciement. Maintenant, ce licenciement-là également nécessite un préavis, mais également nécessite une priorité de réembauchage. C'est-à-dire, lorsque l'employeur licencie une partie ou bien un salarié au sein d'une entreprise, ce licenciement-là, sous le prisme du licenciement pour motif économique, l'employeur doit d'abord observer un délai de préavis, mais l'employeur également, il est tenu par une priorité de réembauchage. C'est-à-dire, le salarié ou bien les salariés qui ont été licenciés pour motif économique, dès l'instant que l'entreprise retrouve justement sa capacité financière, elle est tenue, c'est-à-dire l'entreprise, elle est tenue de reprendre ces salariés-là qui ont été licenciés. Effectivement. Mais il peut arriver qu'un salarié estime être injustement licencié. Pour ce salarié-là ou pour ces salariés-là, ces travailleurs qui sont dans cette position, quels sont les recours disponibles? Il y a des recours. Bon, dans la pratique, on note le plus souvent des salariés qui subissent des licenciements abusifs, parce qu'aussi, on vous a dit que tout licenciement doit avoir un motif légitime. Donc, lorsque le motif n'est pas légitime et que la preuve de ce motif incombe à l'employeur, si toutefois l'employeur n'est pas en mesure de prouver ce motif légitime-là, on considère que son licenciement est abusif. Et à partir de ce moment-là, des voies de recours s'offrent aux salariés, c'est-à-dire aux travailleurs. Et les voies de recours sont au nombre de deux. Il y a des recours administratifs, mais également des recours juridictionnels. Lorsqu'un salarié estime avoir subi un licenciement abusif, il peut saisir ce qu'on appelle l'inspection du travail, l'inspecteur du travail. Maintenant, l'inspection du travail ou bien l'inspecteur du travail, dans sa mission de conciliation, il va essayer ensemble de regrouper les deux ou bien même de regrouper les deux parties autour d'une table dans le but de trouver une issue heureuse. Mais aussi, à partir de cette mission de conciliation-là, si les deux parties tombent d'accord ou bien si un consensus a été trouvé, l'inspecteur du travail dresse un procès verbal de conciliation. Et que ce procès verbal de conciliation sera déposé sur la table du juge et que le juge va apposer ce qu'on appelle sa signature pour donner une force exécutoire à ce procès verbal-là qui aura la même valeur d'un jugement au niveau du tribunal. Mais aussi, comme cette procédure elle est facultative, le salarié qui estime avoir subi un licenciement abusif aussi peut saisir le juge du tribunal du travail. Maintenant, en le saisissant, il le saisit par le biais d'une requête introductive d'instance qu'il va déposer justement au niveau du greffe. Et à partir de ce moment-là, le juge verra en fonction de la situation qui lui a été présentée, qu'est-ce que le code du travail a prévu. Et à partir de ce moment-là, il va invoquer les dispositions et va appliquer en réalité le droit dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. C'est tellement pertinent que je n'ai pas envie que le temps finisse, malheureusement. Nous remercions en tout cas chaleureusement, chers téléspectateurs, M. John pour sa présence et ses éclaircissements précieux sur le droit du travail. Ces informations sont essentielles pour tous ceux qui naviguent dans le monde professionnel. M. John, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est le dernier mot à l'endroit de Téléécole, à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit des employeurs et travailleurs surtout? Tout le plaisir est pour moi, d'abord. Merci beaucoup encore une fois de cette invitation. Je pense
que voilà, ce qui a été discuté ici comme thématique va permettre aux non-initiés, c'est-à-dire aux profanes du droit, ceux qui sont dans les entreprises, de savoir dès maintenant leurs droits, mais également leurs devoirs au sein de leurs entreprises respectives. Donc, nous souhaitons une réussite totale à cette chaîne qui promouvoit également des jeunes talents, qui donnent l'opportunité à ces jeunes intellectuels-là de faire éclore leurs connaissances, et c'est très intéressant. En tout cas, nous vous souhaitons plein succès et que cette chaîne puisse faire partie justement des plus grandes au monde. Merci beaucoup. À l'endroit des travailleurs peut-être et des employeurs? À l'endroit des travailleurs aussi, bon, qu'ils se renseignent. Parce que c'est important aussi. S'ils ne savent pas, il faut se renseigner. C'est-à-dire, si on ne sait pas, on est dans une situation et on se rend compte que cette situation-là a fait l'objet d'une certaine législation, si on ne sait pas nos droits, il faut se renseigner auprès des initiés. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de cas, parfois au niveau des entreprises, tu entends des gens disent que oui, moi j'ai été licencié, ou bien les heures de travail sont nombreuses et ainsi de suite, sans pour autant qu'ils savent qu'il y a des régimes ou bien il y a des dispositions qui ont été mises en place et que ces dispositions-là diffèrent d'une entreprise à une autre ou bien d'une catégorie à une autre. Parce que si l'on prend l'exemple des zones économiques spéciales, qui sont répandues pratiquement dans plusieurs zones au niveau du Sénégal, et que ces zones économiques spéciales-là observent un régime dérogatoire. Parce qu'avec la loi de 2007, 06 du 7 janvier 2007, donc cette loi-là, elle est dérogatoire au régime du droit commun du travail. Tant sur le côté de la durée, tant sur le côté justement de la rémunération, des heures de travail, mais également du contrat de travail. Parce qu'on a dit que les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être conclus pour une durée qui excède 2 ans. Mais dans ces zones économiques spéciales-là, on voit des contrats de travail qui datent de 5 ans et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces entreprises détiennent ce qu'on appelle des lettres d'agrément. Donc, c'est important, chers travailleurs, de se renseigner auprès des initiés afin qu'ils puissent justement vous donner les éclaircissements nécessaires qui vous permettront justement de bien naviguer dans le droit du travail. Merci beaucoup et restez avec nous sur Téléécole pour plus d'émissions éducatives et informatives. À la prochaine fois pour un nouvel épisode de Droit et Société sur la chaîne éducative Téléécole. À bientôt. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.